Donc là, vous avez l'image d'un bébé normal. Normalement, ses intestins devraient être là, le diaphragme, il est là, qui sépare les deux, et puis vous avez les poumons qui sont normalement dans leur place habituelle, avec le cœur au milieu. Le bébé avec hernie diaphragmatique, remarquez, il y a les intestins qui sont montés là, d'accord? Et c'est beaucoup plus du côté gauche, et forcément le cœur, au lieu de rester en place, il va dévier par là, et on aura une déviation des bruits du cœur vers la droite. On a les bruits intestinaux qu'on va ausculter au niveau gauche et au niveau du thorax, avec un abdomen qui est anormalement plat. Regardez, c'est une partie de l'intestin dans le thorax qui passe à travers un orifice diaphragmatique. Et là, c'est l'image typique. Regardez, si on descend plus bas, on va trouver un abdomen qui est carrément blanc, il n'y a rien, parce qu'il est vide, et les intestins qui sont montés au niveau du thorax. La confirmation du diagnostic se fait par la radio thoraco-abdominale, bien entendu, et la réparation est chirurgicale après stabilisation de l'état hémodynamique, la stabilisation ventilatoire et métabolique. Et là, c'est très important à mentionner, je l'ai bien mis en rouge, toute ventilation au masque est proscrite, elle est interdite. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi on ne ventile pas au masque? Oui, vous avez des poumons qui sont déjà comprimés et donc vous risquez encore plus d'aggraver cette compression des poumons. Et la deuxième des choses, vous allez dilater cet estomac qui va encore gêner la respiration de cet enfant. Donc ne jamais ventiler au masque, vous risquez de l'aggraver. Là, c'est parmi les rares situations où vous devriez avoir quelqu'un qui sache intuber, parce qu'à la naissance, il faudrait intuber ce bébé, sinon là, il est mort. Et s'il arrive non intubé, donc forcément, il y a les chances de survie qui vont diminuer d'un pourcentage très très élevé. Les autres étiologies chirurgicales, et là, je donne beaucoup plus les étiologies chirurgicales les plus fréquentes et les plus graves. L'atrésie de l'œsophage, puis on a parlé de l'atrésie bilatérale des couennes, et puis de l'hernie diaphragmatique. Donc on ne doit pas passer à côté de ces trois grandes causes majeures. C'est médico-légal de passer à côté de ces causes-là, même pour un médecin généraliste. Il devrait bien savoir examiner un bébé et déceler au moins une atrésie de l'œsophage, une hernie diaphragmatique, voire une atrésie coanale. Pour le reste, on a le droit à l'erreur, il n'y a pas de souci. Donc il y a le syndrome de Pierre-Robin, c'est celui-là. Donc regardez, c'est un bébé qui a un micro-rétrognatisme. Donc c'est des bébés qui ont un faciès typique. Partout dans le monde, ils se ressemblent. Ils ont un micro-rétrognatisme, un menton qui est petit, qui part derrière, et vous avez déjà un problème de fente labiopalatine, des fois labiopalatine, des fois juste palatine, mais qui est quand même assez importante, et avec un faciès un peu particulier. Donc c'est des bébés qu'on devrait gérer rapidement parce qu'ils font beaucoup de fausses routes. Il y a cette fente, et donc il y a des tétines particulières à proposer, c'est des tétines deuxième âge qui sont assez grosses pour que ça ne laisse pas passer le lait vers les narines, et donc ça va créer tout le temps des fausses routes qui vont faire que ce lait va passer à travers les poumons aussi. Il y a les obstacles laryngés, et donc quand vous avez un enfant qui fait des hématomes, on a plein d'enfants qui font plutôt, je dis des hématomes, mais plutôt des angiomes, des petites taches. On a des petites taches, mais ce n'est pas vraiment méchant. Quand vous avez un enfant qui a une angiomatose importante, une hémiface, avec un angiome, ou là un hémicorps, ou là une fesse, ou là plein d'angiomes qui dépassent 3 à 4, il faudrait craindre un angiome laryngé. Il faudrait faire attention, parce que l'angiome laryngé, ça risque de l'étouffer. C'est un angiome qui va grandir avec l'âge, et c'est un enfant qui risque de s'étouffer avec le temps, donc il faudrait faire attention. Donc quand on a ce genre d'angiomatose assez importante, c'est une indication à faire une échographie abdominale pour ne pas passer à côté d'une angiomatose hépatique. L'angiomatose hépatique a le risque de l'hémorragie. Parce qu'une fois les vaisseaux hépatiques ils vont passer à travers cet angiome qui va grandir, qui va grossir, et donc il y a un risque de saignement important. Et le deuxième risque, c'est l'angiome laryngé qui va faire qu'on aura un étouffement de ce bébé qui va s'étouffer parce que l'angiome, il va étouffer ce larynx. L'emphysème lobaire géant, là aussi je vous ai mis une photo. Donc ça c'est un emphysème qui est opéré, regardez. Donc là on a l'impression d'avoir une image de pneumothorax de ce côté, regardez. C'est tellement noir qu'on a l'impression d'avoir une image de pneumothorax. Et finalement quand on opère, c'est des bébés qui savent que c'est un pneumothorax. Des fois on ponctionne un risque d'aggraver la situation. Donc quand on suspecte un emphysème lobaire géant, c'est pas la radio de poumon qui va faire le diagnostic, parce que pour moi cette radio, si je la vois, je vais penser beaucoup plus à un pneumothorax. Donc il faudrait qu'on fasse un scanner. C'est la TDM thoracique qui va confirmer l'emphysème lobaire géant qui devrait être opéré. Mais il y a des bébés qui vont c'est-à-dire survivre avec leur emphysème. Moi j'ai vu un emphysème nous arrivant à 11 mois de vie. À 11 mois de vie avec son emphysème, mais qui est passé inaperçu jusqu'à ce qu'il nous fasse un problème respiratoire par la suite.
Les kystes bronchogéniques, ça c'est des malformations mais qui ne sont pas très très fréquentes. Les malformations adénomatoïdes kystiques pulmonaires, là aussi, ce sont des rares malformations qu'on va voir chez le nouveau-né. Maintenant, on va passer au volet médical. Et donc, le chef de file, c'est quoi? C'est la maladie des membranes hyalines, la MMH, et c'est surtout l'apanage du prématuré. Je vous ai parlé un tout petit peu de la MMH dans le cours de la prématurité, mais là, on va un tout petit peu la détailler. Donc, on va la voir beaucoup plus chez le prématuré, mais vous allez la voir aussi chez le bébé à terme, mais de mère diabétique. Le bébé à terme de mère diabétique, c'est pas qu'il n'a pas le surfactant, mais cette pathologie maternelle fait que ce surfactant qui est là, il n'est pas efficace. Il est là, mais il ne va pas jouer le même rôle qu'un surfactant normal, naturel. Donc l'incidence, elle est inversement proportionnelle à l'âge gestationnel. Ceci dit, plus l'enfant est petit, plus l'incidence va être élevée. Et plus il va grandir en âge, plus cette MMH, on ne va plus la trouver. S'il y a absence de maturation pulmonaire par corticoïde, dont on a parlé tout à l'heure, 80% de nouveau-nés d'âge gestationnel de moins de 32 semaines, normalement, vont nous faire une maladie des membranes hyalines. C'est rare où ça échappe. C'est les 20% des moins de 32 semaines qui vont échapper à une MMH. Donc, il faudrait quand même les maturer par les corticoïdes pour qu'on n'ait pas cette maladie des membranes hyalines. C'est un geste simple. On va juste donner l'injection, comme je vous ai dit, de corticoïdes à la maman et à 24 heures d'intervalle. C'est quoi les facteurs favorisants de la maladie des membranes hyalines? Quand vous avez un enfant qui a en plus fait une souffrance fœtale aiguë, c'est-à-dire une anoxie, un mauvais passage d'oxygène dans sa circulation périnatale, un retard de croissance intra-utérin, surtout moins de 29 semaines, quand vous avez plusieurs naissances, c'est-à-dire les jumeaux ou les triplés, ça vous sont plus prédisposés à faire une MMH qu'un bébé seul. Les bébés de mère diabétique, même étant à terme, je le dis bien, même à terme, c'est la seule population qui, même à terme, va nous faire une maladie des membranes hyalines, le même tableau, et ça pourrait être une indication à donner le surfactant. L'hémorragie fœto-maternelle aussi. Les facteurs protecteurs, généralement, la MMH, on va la voir beaucoup plus chez les garçons. C'est rare où c'est une fille qui va faire une MMH, c'est comme ça, c'est pas pourquoi. Et la peau noire. Désolé, là, il manque un A, donc c'est la peau noire. Donc je vais vous rectifier ça. Donc quand vous avez des gens de peau noire, généralement c'est rare où ils vont nous faire une maladie des membranes hyalines, et ça c'est des choses qui sont inexpliquées, c'est des trucs ethniques. Un petit mot sur la physiopathologie, c'est le fameux surfactant qui est là, mais qui n'est pas sécrété d'une manière suffisante. Donc soit il n'est pas là du tout quand c'est un bébé qui est trop petit, soit il commence à sécréter son surfactant, mais à terme, et donc on n'est pas arrivé à la quantité qu'il nous faut. Et donc, quantitativement, il est insuffisant, ou là, il est là, et qualitativement, il ne marche pas bien. Quand on parle de qualité, c'est beaucoup plus le bébé de mère diabétique. Je dis bien, il a son surfactant, il est à terme, mais la qualité du surfactant, elle est moindre, et il ne va pas jouer son rôle comme il se doit. Et donc, ce surfactant, il va faire qu'on va se retrouver, ce manque de surfactant, on va se retrouver avec des atelectasies alvéolaires, donc des zones qui ne sont pas aérées mais qui sont perfusées. On va voir le passage des vaisseaux, mais ils ne sont pas aérés. Pourquoi? Parce que ce surfactant, il va permettre de garder les alvéoles ouverts en fin d'expiration. Quand l'enfant expire, c'est ce surfactant qui va laisser les alvéoles ouverts en fin d'expiration. Sinon, quand il n'est pas là, ils vont se collaber, ils vont se fermer rapidement. Et donc, on va se retrouver avec un chemin droit-gauche intrapulmonaire et donc un tableau d'hypoxémie sévère. Un petit mot sur l'anapate. La lésion de base, c'est un collapsus alvéolaire. Ça, c'est juste pour avoir un cours complet, mais vous en foutez, c'est pas un cours d'anapate. Donc, la macroscopie, les poumons sont peu aérés et denses. L'histologie, on a des zones d'atélectasie parce qu'elles sont pas bien aérées, elles sont atélectasiques, elles sont blanches, avec des dépôts de membranes hyalines au niveau des canaux alvéolaires. C'est d'où vient le nom de maladie des membranes hyalines. C'est-à-dire, si vous faites l'anapate, vous allez vous retrouver avec des membranes hyalines qui sont déposées sur ces régions, ces canaux alvéolaires, ces zones-là. Le diagnostic, c'est très important ça, c'est surtout le prématuré, et plus il est petit, plus la gestationnelle est bas, plus cette maladie des membranes hyalines va être vue. On aura une détresse respiratoire qui est quasi immédiate, c'est pourquoi on vous dit dans l'interrogatoire, il faudrait préciser quand est-ce que cette détresse est apparue. Progressivement croissante, ce n'est pas une détresse qui va se stabiliser, c'est un enfant qui va en s'aggravant, en s'empirant. Il se peut qu'il arrive avec un Silverman à 3, et si on ne réagit pas, au bout de même pas une demi-heure, on arrive à 5. Donc, normalement, il faudrait faire attention, c'est une MMH. Les signes de rétraction, on aura un enfant qui va gémir de loin, à distance, avec un important freinage. Donc, avec les gémissements, avec des gaspes. Et puis, une mauvaise ampliation thoracique, le thorax qui ne va pas bien bouger, des râles crépitants,
fin et diffus. Donc déjà, ça peut vous orienter vu le terme, vu qu'elle n'a pas été maturée, mais on va compléter par une radio de poumon qui va poser le diagnostic. Les signes de lutte dont on a parlé, et surtout le fameux score de Silverman, ils peuvent manquer chez le grand prématuré. Pourquoi? Parce que c'est un bébé, même les capacités pour faire un mouvement respiratoire, il est tellement faible. À 26 semaines, ne vous attendez pas à ce qu'il ait une respiration thoraco-abdominale. Normalement, il est gêné, il ne va pas faire cette respiration thoraco-abdominale. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas en détresse, mais parce que même ses muscles abdominaux ne peuvent pas être fonctionnels comme il se doit, parce qu'il est très grand prématuré. Et donc, on aura des poumons qui sont peu compliants, c'est-à-dire on sent qu'ils ne s'ouvrent pas assez. Un bronchogramme aérien, un microgranité avec un poumon blanc au maximum. Remarquez, c'est une radio de poumon qui parle justement d'un bronchogramme aérien en verre dépoli. Regardez, le verre dépoli, on a les petites taches qu'on voit ici en blanc, un microgranité, d'accord? On a le diagnostic différentiel d'une maladie des membres myalines, parce qu'il se peut que ce soit une question de hadaf, le diagnostic différentiel. Je le dis, c'est une infection à strepto B. Donc le seul tableau qui peut faire la différence mabil MMH ou HADA, c'est une infection à streptocoque B. Ça peut donner le même tableau de maladie des membres myalines. Donc le seul diagnostic différentiel devant ce tableau-là, si ce n'est pas une MMH, c'est une infection à strepto B. Donc les principales étiologies, donc la biologie, donc on a la maladie des membres myalines, l'hypoxie qui va en s'aggravant, parce que vous avez votre gazométrie et vous allez voir cette hypoxie qui va en s'aggravant. On va mesurer notre pression artérielle d'oxygène, cette hypercapnie, donc la pression de CO2, et bien sûr notre pH. Et si vous avez une forme grave ou une fatigue en ventilation spontanée, ça va encore plus en s'aggravant. L'évolution de cette maladie des membres myalines, elle est stéréotypée. Donc vous allez vous retrouver pendant les premières 24 heures devant une aggravation du tableau clinique. Ne vous attendez pas à ce que cet enfant soit bien les premières 24 heures. Après, ça va se stabiliser pendant les premières 48 heures en plateau et au-delà de 72 heures, ça va pouvoir s'améliorer. Vous allez me dire, mais pourquoi on va se casser la tête à traiter? Qui c'est qui vous dit que depuis ici jusque-là, il va survivre? Donc il risque de décéder les 2 premiers jours. Si on attend l'évolution normale, et si ça se passe très très bien, c'est comme ça que ça devrait aller. Mais généralement, si on ne réagit pas, il se peut qu'il décède. Donc normalement, c'est rare où il nous arrive à cette phase de 72 heures si on ne met pas le surfactant ou si on ne met pas vraiment les gros moyens, la ventilation. Donc préventif, pour parler du préventif, la première des choses, c'est maturer les mamans. On insiste, on réinsiste, maturer toute maman qui entre en travail avant 34 semaines, 35 semaines. Donc entre 25 et 35, on donne des glucocorticoïdes à la maman à 24 heures d'intervalle. Et sachez que maintenant, on parle récemment, les publications récentes, de ce qu'on appelle la dose de sauvetage. C'est quoi la dose de sauvetage? Même si une maman arrive en travail, où elle va accoucher imminemment dans l'heure qui suit, le bloc, on peut lui passer une seule dose de Célestène. On peut donner la moitié de cure. La cure complète, c'est 2 doses à 24 heures d'intervalle. Maintenant, elle nous est arrivée, une bombe, où elle contracte et elle va accoucher d'une manière imminente. Donc, ça s'appelle la dose de sauvetage. On va donner une seule dose et ça peut aussi sauver des vies. Donc ça, c'est les dernières nouveautés. Le traitement curatif, c'est la ventilation mécanique, l'oxygénothérapie, et le surfactant, bien sûr, en exogène, en intratrachéal. On va passer notre surfactant en intratrachéal et des fois, on est amené à donner même 2 doses de surfactant. Et je vous l'ai dit déjà, le surfactant, un petit flacon comme ça, il coûte 5000 dirhams. D'accord? Ce n'est pas rien. Et la plupart du temps, on a besoin de 2 flacons, surtout quand c'est des grands prématurés. Le deuxième volet, c'est la détresse respiratoire transitoire. Et donc, dans ce volet, vous avez le défaut de résorption du liquide pulmonaire ou la tachypnée transitoire du nouveau-né. C'est la cause la plus fréquente des détresses respiratoires, de 4 à 6 pour 1000 naissances à terme. Là, ce n'est pas le prématuré, c'est un bébé qui est à terme et il se peut qu'il nous fasse une détresse respiratoire, mais qui peut régresser d'elle-même. Normalement, ce n'est pas vraiment très très méchant, mais qu'est-ce qui se passe? Dans les premières heures de vie, il y a un défaut de réabsorption, de résorption de ce liquide amniotique. On a les poumons, une éponge, comme ce que je vous ai dit, et donc ils sont pleins. Et donc le temps qu'ils se vident, qu'ils deviennent secs, on a ce tableau-là. Avant, la médecine ancienne, on mettait du Lasix, on donnait un diurétique, en croyant qu'on allait les sécher. Mais vraiment, on a trouvé qu'il n'y a pas vraiment de lien entre un diurétique et ce qui se passe au niveau des poumons. D'accord?
Donc dans les premières minutes de vie, donc le liquide contenu dans les alvéoles pulmonaires, normalement devrait se résorber. Mais quand on fait une césarienne en dehors de travail, c'est des poumons qui restent humides. D'ailleurs, avant, quand c'est le raisonnement, le passage dans la filière génitale, c'est comme le rôle d'éponge. Que la filière génitale, elle est rectiligne, et donc le passage des poumons, une éponge, mais ils ont trouvé que ce rôle, il est vraiment pas très important, mais plutôt c'est la sécrétion de plusieurs hormones au moment du passage, et vous allez voir, la naissance par césarienne fait qu'il y a une réabsorption moindre par l'épithélium alvéolaire qui aurait un rôle préventif majeur dans la survenue de cette détresse respiratoire suite au travail avec ces sécrétions hormonales. En fait, l'accouchement par voie basse fait qu'il y ait des sécrétions hormonales de glucocorticoïdes et de catécholamines qui font que ces poumons soient secs. Et ce n'est pas le passage en lui-même de la filière génitale. Quand on fait une césarienne, la sécrétion hormonale ne va pas se faire correctement parce que la maman n'est pas rentrée en travail. Et donc, on a extrait le bébé avant qu'elle se mette à contracter, avant qu'il y ait toute cette cascade de sécrétion hormonale. Vous comprenez maintenant? Les facteurs favorisants, la naissance par césarienne avant début de travail, avant que la maman ne se mette à contracter. L'asphyxie périnatale fait qu'il y a un défaut d'absorption aussi. La polyglobulie, la prématurité, la macrosomie, le diabète maternel et la prise de bêta-bloquants par la maman, ainsi que l'asthme familial. Tout ça, ce sont des facteurs favorisants au défaut d'absorption de liquide amniotique. Et là aussi, c'est une détresse immédiate, mais pas comme de la MMH. Vous allez vous trouver avec une détresse immédiate, mais qui est modérée. Dans la maladie des membres hyalines, d'emblée, elle est grave et elle va en s'aggravant. La tachypnée, elle est superficielle, parfois importante, une petite cyanose, des signes de rétraction modérés. On a des râles humides, les poumons sont humides, donc on sent qu'ils sont humides. Donc, on a les poumons de ce bébé, mais il faut s'attendre à ce que ça s'améliore normalement dans les 24 à 48 heures. La radio, il n'y a pas vraiment grand-chose. Sincèrement, même si on fait la radio, on peut tomber sur un épaississement de la grande scissure, mais pas constant, qui pourrait déjà bien argumenter le diagnostic. L'évolution sous oxygène, elle est bonne, donc on peut le garder même sous lunette à oxygène. Donc il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé de passer carrément à la ventilation mécanique. C'est très rare où on a vraiment besoin de la ventilation mécanique. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas donner de diurétique, mais par contre, on va restreindre les apports hydriques. Parce que les poumons sont déjà pleins, donc on ne va pas donner plus de flotte. Jusqu'à disparition des signes cliniques et radiologiques. Parfois, on a une évolution sévère, on est amené à ventiler d'une manière mécanique, mais c'est vraiment très bref. C'est un recours bref à la ventilation mécanique. Les complications à terme, c'est surtout le risque d'hypertension artérielle pulmonaire persistante, et donc c'est des besoins en oxygène qui restent élevés et qui restent longtemps par rapport à ce qu'on avait cru.